Pour commencer assez rapidement, parce que c'est assez compliqué. Enfin, finalement, une question comme ça peut appeler des digressions longues, très longues. J'ai été étudiant très longtemps, en fait. Moi, je me suis accroché aux études, alors que, a priori, les études ne voulaient pas tellement de moi. J'ai pas mal redoublé à l'époque où on pouvait redoubler des classes. J'ai redoublé 3 fois avant le bac, donc j'ai eu mon bac à 20 ans. Au grand désespoir de mes parents, qui étaient justement de cette classe moyenne, qui avait eu des diplômes et qui étaient un peu montés. Enfin, on croyait au diplôme comme passeport pour une vie un peu meilleure, quoi. Voilà, je me retrouve à la fac. Je traîne aussi pas mal à la fac, en droit. Je me retrouve en droit, je ne sais pas trop pourquoi. Et à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait le service militaire. Et moi, j'ai pas fait mon service militaire, j'ai fait une objection de conscience, quoi. Et dans ma vie, ça a été un peu une rupture. Tout d'un coup, j'ai donné des cours de français dans une association de réinsertion sociale et tout. Je me suis retrouvé confronté à une population que je connaissais pas tellement. Des gens qui étaient vachement cabossés, quoi, qui sortaient de prison, qui étaient analphabètes, illettrés aussi. Donc ça m'a ouvert je pense que ça m'a ouvert quelques horizons. Disons que je crois que politiquement, j'ai un peu changé, je pense, carrément. Et après ces 2 années d'objection de conscience, je me suis engagé dans une voie qui m'intéressait un peu plus. J'ai fait Sciences Po. Enfin, à la fac de droit, il y avait un département de Sciences Po qui s'était ouvert. Et là encore, j'ai ouvert quelques livres qui aussi m'ont intéressé. Je dis ça parce que j'ai continué en sciences politiques jusqu'à faire un doctorat en sciences politiques que j'ai jamais comment ? Enfin, j'ai jamais présenté, j'ai jamais présenté le truc. Néanmoins, je pense que d'une certaine manière, les bouquins que j'écris maintenant sont peut-être la véritable présentation d'une formation universitaire, intellectuelle qui a mené à l'écriture, en fait. Tout ça, voilà ma vie, en fait, grosso modo. La question, c'était mon parcours. Alors voilà, et je me mets à écrire quand même. Après ces études et pendant ces études, je me demande quand même, parce qu'à 30 ans, j'ai encore une carte d'étudiant et tout. C'est un peu angoissant. Parfois, la nuit, je me réveille en me disant qu'est-ce que tu veux faire ? D'autant plus que j'étais doctorant, mais j'avais pas de financement, donc j'enchaînais les petits boulots et tout ça. À 33 ans, je me dis, qu'est-ce que tu veux faire réellement ? Tant que le truc qui te plairait vraiment, quoi. Et donc, j'ai cette prétention peut-être de me dire, je me verrais bien écrivain. Enfin, si c'était un rêve auquel je pouvais aboutir. Et je me suis mis à écrire un peu sérieusement, à me documenter sur un sujet qui m'intéressait. À l'époque, c'était la guerre 14-18 et tout ça. Et j'ai réussi à écrire un roman qui a été publié dans une petite maison d'édition. Et c'est un peu comme ça que je suis rentré vraiment, moi, par la vraiment toute petite porte de l'édition. C'était un auteur local, j'habite à Rennes, un éditeur local, j'habite à Rennes, qui a accepté mon roman et en fait j'ai vendu, je sais pas, une centaine de romans à mes amis et tout ça, mais enfin bon, j'étais... Ah, la famille, c'est... rigolez pas, c'était déjà quelque chose. C'est d'autant plus quelque chose que il y a un boulot. Éditeur, c'est un vrai boulot. C'est pas simplement découvrir un auteur, c'est aussi travailler le texte et tout ça. Chose que j'ai vraiment réalisée en passant chez Agulot des années plus tard. Mais à l'époque, ce petit éditeur qui avait sans doute pas les moyens de faire le travail d'éditeur, comment on dit, le travail sur le texte, n'a pas corrigé le texte. Moi, je me retrouve avec ce roman, tout fier, je le fais voir à ma mère, et je lui dis, voilà, ça c'est moi qui l'ai fait. Et elle me dit, t'écris des romans, c'est bien, elle savait pas, un peu fière, je vois ça. Et 48 heures après, je reviens chez ma mère et je lui dis tu l'as lu et tout. Elle me dit c'est super. Par contre, c'est blindé de fautes d'orthographe et de fautes de syntaxe et tout ça. Je dis oui, bon, ça arrive, une ou deux. Et ma mère, c'est un peu une ayatollah de l'orthographe, et elle m'a dit je les ai un peu notées. Je dis bon, et je regarde, putain, 3 fautes par page, voire plus. Et elle les a entourées comme ça, et je vois, et ça m'a plombé, quoi. Ça m'a vraiment, tout d'un coup, cette chose pour laquelle je vivais, enfin j'avais écrit un roman, c'est quelque chose pour un auteur débutant, et ce bouquin était blindé de fautes d'orthographe. Alors en plus ça renvoie à quelque chose chez moi je suis dyspraxique, quoi. Enfin j'ai un peu du mal avec les lettres et tout ça.
j'avais des zéros pointés en dictée toute ma scolarité. Donc, et tout d'un coup, ça renvoie à ça. Moi, le mauvais élève qui réussit à écrire un roman, doucement, c'est un peu ce truc de l'imposture. Il y a quelqu'un qui m'a tapé sur l'épaule et qui me dit non, attends, t'as écrit un roman, mais t'étais un mauvais élève, quoi. Et je me retrouve renvoyé à ça. Et ça m'a quand même secoué. Mais j'essaye de faire les choses dans la vie, les choses difficiles, les choses qui paraissent compliquées, j'essaye de me fighter avec, de combattre, quoi. Donc je continue à écrire et tout ça. Et puis bon, il se trouve que, je vais pas rentrer dans les détails, mais 10 ans après, le premier bouquin, je le publie en 2009, et moins de 10 ans après, d'ailleurs, on se rencontre. Enfin, un jour, Sébastien Vespizer, un mercredi soir, m'envoie son numéro de téléphone, enfin, et parce qu'il avait lu un de mes... Mais je crois que tu as raconté cette histoire ou pas, ou alors on la raconte tellement... Hier soir. Ouais, c'est ça. Donc en fait, alors, les hasards de la vie, je me permets de... Permets-toi. En fait, je lis un article sur le blog de Yann, donc encore du noir, dont on a parlé tout à l'heure, et sur un livre de Fred. Je trouve le titre extraordinaire, c'est un des trucs que j'admire, mais à l'infini, c'est très compliqué à faire. Chez Frédéric, c'est qu'il choisit des titres, à chaque fois je suis collé. Vraiment, ça m'impressionne. Et donc, à l'époque, j'habitais en Belgique, j'appelle en France une librairie pour leur demander de me commander le livre. Parce que je vois que c'est un petit éditeur, c'est pas du tout réducteur, c'est juste que c'est chiant à commander quand vous êtes libraire en Belgique. Voilà, c'est ça le tarif. Et donc je commande le bouquin, je rentre en France pour le travail, je vais chez le libraire, je lis le livre dans la soirée, et je sais que je veux éditer Frédéric. Je le sais. Je ne peux pas vous l'expliquer autrement, je le sais. Donc qu'est-ce que je fais? À l'époque, voilà, il y a Facebook, vous tapez un nom, vous dites meilleure façon de... Parce que c'est délicat d'appeler l'éditeur en tant qu'éditeur, pour lui demander l'adresse de son éditeur. Hein. Ça se pratique assez peu. Donc je regarde sur Facebook et je m'aperçois assez facile, on était dans un groupe, il y a des groupes sur Facebook, et on était dans un groupe un petit peu de petits cons qui se moquaient beaucoup du monde du polar, et qui était plutôt rigolo, hein, mais bon, voilà. Et donc je sais que je peux le contacter facilement, et donc je lui ai juste envoyé mon numéro, il m'a rappelé, et ça a démarré comme ça. Après on va avoir une autre histoire commune, qui a été vraiment hallucinante, et donc ça démarre, il y a Yann qui est déjà dans l'affaire quand même, qui avait chroniqué le livre, et puis on se parle, Toc, il me propose 2 titres qui ne m'intéressent pas, qui sont devenus 2 livres réels ailleurs, et en revanche il me dit ouais, j'ai un gros truc là, ça fait 1 million de signes, donc 1 million de signes, si vous voulez, ça fait ça quoi. Voilà, c'est gros. Et à l'époque on est quand même, on n'est pas des stars chez Hugo, on est une petite maison qui commence vaguement à être connue. Et je me dis, ouais, putain, 1 million, c'est beaucoup quand même. Et il me dit, c'est sur la guerre civile en Algérie, et donc la guerre des années 90. Et là, je sais que c'est ça que je veux. Mais je ne le sais pas 2 minutes avant. Il me dit, et voilà, et donc démarre un processus dont je vais vous épargner les étapes, mais qui fait que un peu plus d'1 an plus tard, on publie le premier tome d'une trilogie, ce qui pour une petite maison d'édition est un énorme pari, et Frédéric devient le premier auteur français des éditions en ligne. Voilà. Quel était le titre du livre? La guerre, le monde est à nous. Le monde est à nous. Le monde est à nous, qui est, c'est un livre qui traite du mercenariat, des armées privées, et voilà, qui renvoie à une formule latine. Bah, c'est la devise des mercenaires au XVe siècle. Donc, je m'en rappelle, voilà, j'ai encore personne là. Et, voilà, et quand il a envoyé le titre, la nuit tombait sur nous. Non, tu parles de quoi? La guerre. Non, mais celle-là. la guerre est une ruse. Moi, pour moi, alors je suis en plus obsédé par les penseurs de guerre, je pense que tout le monde devrait lire. Et la guerre est une ruse. Voilà, pour te répondre à ta première question, mon parcours, c'est à peu près ça, quoi. Alors, avant qu'on parle... Avec des enfants, avec une compagne, avec 2 ou 3 trucs, mais bon, ce n'est pas de la littérature. Avant qu'on parle de cette trilogie et bien sûr de ton nouveau roman, j'aimerais te demander
tes influences, Yann nous a parlé de Larry Brown, de Chris Offutt. Toi, dans tes lectures, qu'est-ce qui finalement t'a beaucoup marqué et a pu alors soit t'inspirer pour ton style, ta manière d'écrire, soit finalement te marquer dans ton parcours intellectuel ou tes influences à ce niveau-là? Eh ben moi, avant de commencer à écrire du roman noir, je lisais pas beaucoup de romans noirs finalement. Enfin, tout est relatif d'ailleurs parce que moi, voilà, Voyage au bout de la nuit, par exemple, c'est quand même pour moi un roman noir. J'aime bien aussi Dostoïevski, tout ça, enfin, c'est du roman noir aussi d'ailleurs. Apparemment, c'est les ancêtres du hard-boil américain. Enfin voilà, ça donne quelque chose. Mais j'aime bien les classiques et tout ça, et c'est plus par la suite que je me suis mis à lire pas mal de romans noirs. Alors bon, moi je suis assez classique finalement, Elroy, Denis Lehan, Don Winslow, le roman noir américain j'aime bien. Enfin, mais ce roman a ambition un peu historique et explicatif, j'aime bien. Enfin, tout d'un coup, Elroy ou Winslow dans La Griffe du Chien qui s'emparent d'une période historique et qui, par le roman, vont l'expliquer, quoi, vont la décrypter, quoi. Vont poser des questions, vont questionner l'histoire récente. Voilà, bon, c'est un peu l'ambition de ce genre de roman. On va y revenir, voilà, Ouais. la manière dont tu travailles l'histoire récente. Alors, cette fameuse trilogie, tout le monde l'appelle la trilogie Ben Lazare, hein, même si c'est pas dans les différents titres. Donc, le premier tome, c'est La guerre est une ruse, et tu as ce personnage qui s'appelle Tej Ben Lazare. Alors j'aimerais bien que tu nous le présentes, nous dire qui il est et surtout nous expliquer ce qu'il fait en Algérie au début des années 90. Ouais, Tej Ben Lazare, c'est un agent de la DGSE, donc du service secret extérieur de la France, et il est en poste à Blida, au sud d'Alger, et il suit un peu les services secrets. Enfin, il fait des rapports sur les agissements des services secrets algériens. Tej Ben Lazare, son père est algérien, sa mère est française, ce qui en fait un personnage un peu trouble au sens où ses collègues français le considèrent comme possiblement un traître et que les services algériens le considèrent comme un incompétent et ouais, voilà, c'est un fonctionnaire un peu qu'on a placé ici pour s'en débarrasser, enfin auprès d'eux pour s'en débarrasser. Mais Tej Ben Lazare est aussi un héros de roman. Alors pour le coup, c'est un personnage entièrement fictif, parce que lui, en tant que personnage fictif, va être amené à croiser des personnages ayant réellement existé. C'est un peu le truc, quoi, placer ma fiction dans les interstices de cette grande histoire, en fait. Et donc, un personnage fictif, dans mes romans, va croiser des personnages ayant réellement existé. Ben Lazare, lui, c'est aussi donc un personnage de roman, donc il traîne des casseroles un peu lourdes, c'est un type qui... c'est difficile d'en parler sans divulguer un peu le truc, parce que bon, il a plus sa place sur le divan d'un psychanalyste, Ben Lazare, et néanmoins il est censé surveiller des types extrêmement dangereux et d'en faire des rapports extrêmement précis à ses chefs à Paris. Donc c'est un peu. Mais Ben Lazare, c'est un mec qui, disons, est capable de parler à des gens qui sont morts, quoi. Enfin, voilà, il est un peu grand, quoi. C'est un peu le prototype du héros aussi de roman noir, qui est sans doute plus, disons, cabossé alors que c'est un personnage avec des failles. Ouais. Les personnages qu'il est censé maîtriser et circonscrire sont peut-être moins branques que lui-même, quoi. Voilà. Le roman noir, c'est ça. Le roman noir, c'est l'effacement des frontières entre le bien et le mal, entre le sain et le malsain. Vous voyez, on est à la bordure toujours, là-haut. Donc ce personnage, il te permet d'expliquer, de mettre le doigt sur certaines pratiques des services secrets algériens, le DRS. Et alors là, moi quand j'ai fini La guerre est une ruse, quand j'ai lu La guerre est une ruse, j'ai été impressionné en me demandant le travail de documentation énorme que ça avait dû te demander, et c'est le cas finalement pour tes autres romans publiés chez Agulot, mais celui-ci en particulier. Donc là, est-ce que tu peux finalement nous décrire un petit peu l'envers du décor, comment tu travailles en amont ta documentation, les noms de lieux, les noms de personnes, bon, ceux qui vont être fictifs ou pas, ce travail de documentation en particulier sur l'Algérie des années 90 qui est moins documenté que ce dont on va parler après. Moi, j'ai pas reçu
de scoop de la part d'anciens flics, de repentis islamistes et tout, ou d'anciens du DRS, là, les services secrets de l'armée algérienne. Je fais ça à partir de documentation. Je dirais bien un truc, tout le monde peut avoir accès à la documentation que j'ai constituée. Alors, il faut avoir le temps, il faut avoir l'envie, il faut avoir un truc qui s'apparente sans doute à la névrose aussi, enfin à l'obsession, je veux bien le reconnaître, mais moi voilà, j'ai pas de scoop, j'ai pas un type qui s'est pointé un jour qui me dit tu devrais parler de ça parce que ça, voilà, j'ai des preuves et tout ça. Bon, moi je constitue un corpus documentaire qui est important, c'est un truc que j'aime bien faire. J'avoue que l'histoire est une de mes passions. Je l'ai pas dit, mais j'étais un moment prof d'histoire. Et ça, c'est quelque chose qui vous lie tous les trois, hein, les études d'histoire pour Yann, pour Sébastien, et toi, ça t'intéresse là? Oui, c'est vrai, oui. Bah, tu vois, j'avais même pas fait attention à tout ça. Ouais. Mais voilà, donc je constitue comme ça une documentation. C'est d'ailleurs le début de l'écriture du roman, j'ai envie de dire. J'ai cette idée d'un sujet, et je vais lire la presse, lire des essais universitaires qui ont été faits à propos de la période du sujet, tout ça. Je vais lire des romans aussi qui ont été écrits à ce moment-là pour m'imprégner un peu de l'ambiance, voir des films, voir des documentaires. Enfin voilà, j'ai une masse. Et cette masse documentaire, d'ailleurs, s'accroît lors de l'écriture du roman, parce qu'il faut aussi... Le problème quand on écrit sur l'histoire récente, aussi, c'est pas un problème d'ailleurs, c'est un peu une ligne rouge que j'estime qu'il ne faut pas dépasser, c'est qu'on écrit aussi sur des événements que des gens qui sont encore vivants ont connus. Et des proches de victimes. Proches de victimes elles-mêmes, c'est possible. Et donc, moi, j'ai cette certitude, j'en ai pas beaucoup en littérature, c'est un truc un peu compliqué à expliquer, j'ai du mal à théoriser la littérature, et la mienne en particulier, mais il faut pas faire il faut pas réviser l'histoire, si on peut dire. Enfin, voilà. Donc il faut se tenir à ça, et surtout il ne faut pas blesser plus encore les gens qui ont été blessés par les événements dont je traite et qui sont loin d'être olé olé, quoi. J'écris pas sur des choses super légères, quoi. Donc voilà. Alors, on va pas dévoiler plus sur chaque roman parce que l'intérêt c'est aussi de laisser au lecteur de pas raconter l'histoire. Ce que je voulais te demander, peut-être en basculant sur le deuxième tome de la trilogie, c'est que quand tu écris, comme là c'est le cas pour ces 3 livres, sur le terrorisme islamiste, tu interroges chez chacun de nous la notion de peur et de terreur. Et quand ça se passait en Algérie, finalement, pour nous occidentaux, entre guillemets, c'était quelque chose qui apparaissait lointain et finalement qui touchait moins. Et dans le deuxième tome, eh bien, le basculement, c'est... ça touche New York. Voilà. Et dans le troisième, ça touche Paris, quoi. Ça touche la France. Mais c'est intéressant cette question parce que effectivement, quand on sort le bouquin, le premier, La guerre est une ruse, c'est celui-là. C'est celui-là. Je les ai mis dans l'ordre. Hein. Okay. La plupart des gens, et des gens éduqués, qui lisent, je dirais même des libraires, ne se souviennent plus ou n'ont pas entendu parler que dans les années 90. En Algérie, donc de l'autre côté de la Méditerranée. On sait l'histoire longue et compliquée entre la France et l'Algérie, mais bon, on a une très grosse diaspora algérienne en France et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parler de cette guerre civile qui a eu lieu dans les années 90 en Algérie, qui a fait 200 000 morts et qui a été, on pourrait dire, exportée sur le sol français, quoi. 96, Khaled Kelkal, un jeune Français d'origine algérienne, va porter le djihad en France. L'attentat en 1995 du RERB à Paris, voilà, un peu son point d'orgue de cette campagne de terreur qu'il mène en France. Mais beaucoup de gens ont oublié ça. On s'aperçoit de ça. Et effectivement, tant que ça se passe en Algérie, on a l'impression que c'est à distance et tout. Donc ça intéresse les gens et tout ça, mais petit à petit, on se rapproche. On se rapproche avec New York qui nous a touchés. Dans notre mode de vie, on se sent plus proche des Américains finalement que des Algériens qui sont plus près, quoi. Et qu'on côtoie. Enfin, moi j'ai vécu en banlieue parisienne, j'ai énormément d'amis algériens et tout ça. Et puis tout d'un coup le troisième, c'est pas volontaire, j'avais pas cette envie de donner des coups de poing sur la table jusqu'au moment où elle s'écroule, hein, c'est pas mon propos. Mais néanmoins dans le troisième,
ouais, ça se passe à Paris, quoi. Ça se passe juste à côté de chez... Enfin, c'est chez nous, quoi. Enfin, et là, c'est vrai que ça prend une dimension beaucoup plus... ça se rapproche, quoi. Alors, ton personnage, qui a déjà ses fragilités, ses failles, il doit en plus composer, comme c'est le cas dans tous les services secrets, avec les cartes qui sont sans arrêt rebattues, et par le 11 septembre 2001 qui finalement est le pivot de la trilogie et qui finalement va... Qui est le pivot de la trilogie, mais qui est aussi le pivot de... Comment on pourrait dire de deux mondes, quoi. Enfin, je veux dire, on est passé dans une autre ère, quoi. Il y a... comment il s'appelle un historien américain, Hobsbawm, qui fait un bouquin dans la fin des années 90 et dont le titre est Le long XXe siècle et qui estime que la fin du... Eric Hobsbawm, ouais. Eric Hobsbawm. La fin du 19e siècle, c'est la guerre 14-18 pour lui. Clac. La fin du 20e siècle, c'est 1989 et la chute du mur de Berlin. Il n'avait pas vécu le 11 septembre. Moi, je pense que la fin du 20e siècle, c'est plutôt le 11 septembre. Le 11 septembre 2001, ouais. Tout d'un coup, on passe vraiment dans un truc. Ce qui est dingue d'ailleurs. Alors, ça a été un bouleversement, la chute du mur de Berlin, incroyable aussi. Et je me demande si le 11 septembre, ça n'a pas encore l'ennemi qui était le communiste devient l'islamiste, le terrorisme. Alors, voilà. Quelle était ta question ? Alors, dans ces trois livres, ce qui est aussi particulièrement intéressant, c'est que toutes les images qu'on a, nous, de ces violences, de ces attentats, c'est qu'elles nous viennent des médias et de ce qu'en ont relaté les médias. Et dans tes romans, et c'est aussi le cas dans le nouveau, il y a des journalistes, et là aussi, ces journalistes doivent composer. Comment tu expliques le fait que tu as envie de mettre les journalistes au cœur de tes intrigues et de leur... je sais pas, c'est peut-être une facilité romanesque, mais le journaliste, il peut mener une enquête et se déplacer partout, sur tous les points du globe, ou voilà, être avec l'ennemi, undercover, ou de l'autre côté de la barricade, enfin bon, il peut se déplacer. Honnêtement, le flic, c'est plus compliqué, quoi. Mis à part celui vraiment qui est infiltré et tout ça, et encore, mon héros, Tej Ben Lazar, qui se trouve à Alger dans les années 90, après je l'envoie en ex-Yougoslavie, mais je vais avoir du mal à l'envoyer à Tora Bora, dans les zones tribales où Al-Qaïda et Ben Laden Ben Laden est en train de constituer Al-Qaïda. J'aurais du mal à l'envoyer après à New York. Enfin, sa profession ne peut pas lui donner la légitimité de ce voyage. Alors que le journaliste est mobile. Ouais. Alors que le journaliste, et particulièrement s'il est freelance, il est mobile, quoi. Il y a un journaliste qui s'appelle Raif Arnautovic, qui en plus non seulement est freelance, mais un peu déglingo, quoi. Donc ça lui permet d'aller et venir, quoi. De se faire brinque-baller même par le grand torrent de l'histoire, comme on dit. Et ça, c'est facile. C'est facile, et puis j'aime à croire que si les médias ne sont pas tous super honnêtes, il y a des journalistes qui le sont aussi. Et j'aime à croire qu'ils sont parfois empêchés par le média dans lequel ils travaillent de dire des choses, et que, en tant que personnages de roman, ils sont capables de passer outre cet empêchement, quoi, et de faire éclater une vérité. Enfin, voilà. Si on peut dire. Mais bon. Alors, toujours, voilà, sans trop dévoiler de l'intrigue, le troisième tome de la trilogie, La Fabrique de la Terreur, là il évoque la question à la fois du départ d'Occidentaux pour la Syrie, ouais. Et finalement l'histoire, alors là, très récente, qu'on a encore tous en mémoire fraîche, des attentats de Paris. Alors, pour des Pujolais, des Lot-et-Garonnais, c'est différent, mais voilà, les gens qui ont vécu ça, on en parlait au dîner de midi, une jeune femme qui a été vraiment traumatisée par ces événements. Finalement, est-ce que tu as pris plus de pincettes et d'exactitude pour écrire ce troisième tome sur les événements récents ou pas ? Je te répondrais bien que j'ai pris autant de pincettes pour les trois. Enfin, tu vois, enfin, c'est aussi... Je te dis, c'est pas de la déontologie, mais c'est une forme d'éthique, quoi. J'écris sur cette histoire récente, voilà. J'essaye de faire les choses... disons que chacun a sa vérité aussi. J'ai pas...
je détiens pas la vérité, c'est sûr, mais j'essaye de le faire honnêtement, quoi, honnêtement. Et donc, oui, je l'ai fait autant pour 2015 que pour 1992, mais c'est vrai qu'en 2015, je me suis retrouvé à faire des rencontres dans des librairies. Je parle un moment de Mohamed Merah. Ça se passe à Toulouse et à Montauban. Et je me suis retrouvé l'année dernière à Toulouse. Il y a un grand salon du polar, Toulouse Polar du Sud, TPS. Et juste avant, j'ai fait des rencontres en médiathèque. Et je me suis retrouvé, j'y ai même pas pensé, je me suis retrouvé à Montauban, mais à quelques centaines de mètres de là où Merah a tué des militaires. Je me retrouve là et je trouve les gens, ils me parlent de Merah et tout ça. Et il y a une personne qui me dit, dans l'assistance, qui me dit, ouais, parce que moi j'ai entendu les coups de feu. Et je prends conscience en pleine rencontre que je dis, mais oui, je dis, c'était là. Et pour un auteur qui écrit quand même dans son bureau, moi j'écris dans mon grenier qui a été aménagé et tout ça, je suis un peu coupé du monde, c'est une activité assez solitaire. Tout d'un coup, je me retrouve, après avoir publié ce livre, je me retrouve face à des gens qui ont vraiment connu le truc. Et je me suis fait dépasser par le truc, parce que je me retrouve dans ce lieu où une partie de mon roman s'est réellement passée. C'est un truc un peu troublant. Donc ouais, pour répondre à la question, ou pour pas y répondre, ou je sais pas, en tout cas, ouais, j'essaye d'être réglo avec cette vérité, celle que je peux défendre, en tout cas, qui est la mienne, quoi. Donc, cette somme, cette trilogie, avant de parler de ton nouveau roman, précisé pour le public, les deux premiers, La guerre est une ruse et Prémices de la chute, sont déjà sortis en poche. Ils sont sur la table de la librairie. La fabrique de la terreur, il est pour l'instant en grand format et en poche l'année prochaine, probablement. En mars 2022. En mars 2022. Et alors, La guerre est une ruse va être traduit en Italie. C'est bien ça. Ouais, et il y a aussi peut-être un projet de série télévisée. Ouais, pour le troisième. Le troisième, je suis en train de faire un truc auquel il y a certains auteurs de romans noirs particulièrement qui se rêvent scénaristes pour la série, pour la télévision, quoi. Moi, ça n'avait jamais été tellement mon truc, mais il se trouve que le troisième s'est fait acheter par une boîte de production et un réalisateur qui est assez costaud, qui s'appelle Philippe Tribois. C'est un réalisateur qui a réalisé Un village français, Engrenage, enfin, donc voilà, qui a fait des trucs qui est vraiment intéressant. Pardon ? Non, j'adore Ah ouais. Et voilà, c'est lui, et qui a adoré les bouquins, donc il a demandé à sa productrice d'acheter les droits, et il m'a demandé de participer à l'écriture du scénario. Donc voilà, maintenant il négocie avec les chaînes, c'est pas du tout ma partie. C'est une expérience intéressante, mais ça peut être gratifiant économiquement aussi, parce qu'il y a peut-être plus de thunes à la télé que dans la littérature, mais enfin, c'est comme ça. Mais néanmoins, moi je me rêve plutôt en écrivain qui continue à écrire et qui écrit des trucs qui l'intéressent et qui intéressent le public, certes, mais qu'en scénariste voilà. C'est une expérience intéressante, j'ai envie de dire, mais je suis plus à l'aise dans le roman, qui est pour moi aussi un art un peu complet, au sens où moi j'ai pu faire exploser les tours jumelles une deuxième fois dans mes romans, j'ai pu me balader dans les zones tribales entre l'Afghanistan et la frontière de l'Afghanistan. J'ai pu faire des trucs comme ça, quoi. Et c'est une possibilité immense d'écrire des romans, quoi. Enfin, une possibilité de... C'est moins vrai à la télévision parce qu'il y a un budget, parce que on peut pas. Voilà, le spectateur doit adhérer tout le temps, beaucoup plus esthétiquement, visuellement. Enfin bon, je trouve que voilà, je me rêve plus en romancier qui mourra de sa belle mort sur sa machine à écrire, mais ça n'existe plus, mais sur son ordinateur, comme ça, en disant cette idée, j'aurais 120 ans, je serais le plus vieux romancier. Voilà, plutôt qu'un scénariste de télévision. Donc cette trilogie, c'est un vrai succès en termes de vente, hein. Pour Agulot, c'est important. Alors là, finalement, avant de passer au nouveau roman, celui qui sort la semaine prochaine, qui est disponible aujourd'hui, j'aimerais peut-être pour le public faire rentrer dans les coulisses de l'écrivain. Comment, après quand même des livres qui ont été des succès, tu te sens à 5 jours, il sort jeudi, La nuit tombée sur nos âmes, est-ce que finalement
Il y a toujours un petit trac avant la sortie d'un livre, ou est-ce que tu es serein, tu estimes que tu as fait le travail et... Ouais, j'estime que j'ai fait le travail, mais ça suffit pas le travail. C'est ça qui est dingue, c'est que il y a aussi une part d'incertitude et de... Mais on en parlait avec Sébastien Westphal hier soir, pour que le hasard soit favorable, il faut beaucoup de travail. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de hasard favorable s'il n'y a pas, à mon avis, c'est ça. Néanmoins, j'étais assis là, et puis je me sentais bizarre tout à l'heure, en regardant Yann Lespoux et Sébastien faire leur show, là. Moi, un truc que j'avais jamais ressenti, je le dis honnêtement, c'est un peu personnel, mais ouais, j'ai un poids sur l'estomac, là. C'est bizarre, c'est la première fois que je parle de ce bouquin en public. Alors voilà, je comprenais pas, je me dis, t'as perdu la main, il y a beaucoup de temps qui est passé entre le dernier de la trilogie et ce roman-là, mais je crois que c'est un peu plus pernicieux. Il est assez personnel. J'admets qu'il soit personnel et sans doute un peu autobiographique, ce bouquin. Et je crois que ça touche quelque chose de l'ordre du trait intime, de l'intime. On va en parler. Ouais. Et c'est assez étonnant, je pensais pas. En général, ma compagne est un peu l'une de ma première lectrice. Mais ce bouquin, je ne lui ai pas fait lire parce que je ne l'ai pas eu en épreuve non corrigée. Je l'avais en dématérialisé, quoi, en gros. Enfin, on a travaillé avec les éditeurs comme ça, on s'envoyait les fichiers et tout. Et Julie, ma compagne, je lui donne en général le papier, quoi. Et je ne l'ai pas eu avant qu'il sorte. Et quand j'ai reçu des exemplaires comme ça, je lui ai donné comme ça. Et elle m'a dit, mais t'es au courant quand même qu'elle me connaissait à l'époque de Gênes. Alors je suis allé à Gênes et tout ça. Enfin, en 2001, j'étais déjà avec elle. Elle me dit, t'es au courant que c'est quand même... c'est un peu toi le héros, et puis elle aussi, c'est un peu toi la journaliste et tout ça, il y a un truc, et c'est bizarre, mais j'ai pris conscience que c'était un peu moi quand même. Et je veux dire que tout à l'heure, quand je stressais un peu, parce que pour tout dire, je stressais un peu avant de venir m'asseoir là, ça ne m'avait jamais fait pour la trilogie, quoi. Comme s'il y avait une mise à distance, quoi, le fait de... Et là, je me retrouve un peu dans un truc un peu très personnel qui me déstabilise un peu. Ça va, hein, je peux en parler, mais... C'est assez étonnant. Donc voilà, je prends conscience du truc, je prends conscience de... on parle du travail d'écrivain et tout ça, je prends conscience de ce travail d'écrivain qui... maintenant, qui aboutit et qui est personnel. Je parle d'un moment qui m'a touché personnellement. Donc, ce roman, le sujet, on va en parler maintenant un peu plus longuement, c'est l'altermondialisme. Moi, j'ai pu le lire, je l'ai dévoré en une journée, il m'a passionné. Est-ce que tu pourrais... simplement pour le public, rappeler le contexte de ce G8, donc le sommet du G8 qui a eu lieu à Gênes en 2001. En juillet 2001, il y a un G8, d'abord c'était un G7 avec les 7 pays, enfin les chefs d'État des 7 pays les plus riches au monde, et la Russie est invitée, G8 donc ils se réunissent à Gênes, qui est une ville aux rues tortueuses, un centre-ville très ancien, mais bon, les Italiens décident d'organiser le G8 dans cette ville. Je dis ça parce que c'est difficile à défendre, les flics qui doivent défendre la zone rouge au centre de la ville où se réunissent les chefs d'État, ça va devenir compliqué, quoi. Voilà. Au point que Bush ne veut pas, il est sur son bateau, il y a une crainte. Voilà. Il dort sur un bateau de guerre américain, mais Chirac dormira sur un bateau de croisière aussi dans le port. Il y a une crainte. Alors pour le coup, la crainte est plutôt d'ailleurs peut-être des islamistes, quoi. Condoleezza Rice, qui est à l'époque la secrétaire d'État, le ministre des Affaires étrangères, ministre des Affaires intérieures, elle explique qu'ils craignent plus une attaque islamiste, tu vois. Ce qui est étonnant, parce que 2 mois après, on est le 11 septembre 2001 quand même. Néanmoins, il y a 500 000 altermondialistes qui vont se pointer à Gênes et mettre en place un contre-sommet, quoi. Et il y a plein d'associations, il y a ATTAC, il y a plein de partis, la LCR en France, il y a 500 000 personnes.
encartés dans des partis ou dans des associations ou pas. Et moi voilà, j'étais proche de ces milieux-là, mais j'étais pas encarté. Je me retrouve à Gênes comme ça pour 5 jours. Et ce qui devait être une espèce de grande fête, de grande manifestation, va se transformer en affrontement, d'abord dans un premier temps, et en répression. Le week-end, en fait le samedi et le vendredi soir, il y a un mort. Il y a Carlo Giuliani, qui est un jeune manifestant qui se fait tuer d'une balle ou 2 dans la tête. Et après, il y a l'attaque du centre névralgique des médias indépendants, l'école Diaz, par la police italienne. Et dans la nuit suivante, donc dans la nuit de samedi à dimanche, plusieurs centaines de manifestants sont emmenés à la caserne Bolzaneto, qui est un centre de transit, mais en fait qui est devenu un centre d'emprisonnement, de torture. Amnesty International le qualifiera de centre de torture. Et donc il va y avoir des actes de torture et tout ça. Donc voilà, tout change. Cette grande fête altermondialiste où on allait dire non à ce monde-là proposé par ces 8 chefs d'État des pays les plus puissants au monde, elle va se transformer en espèce de règlement de compte quasiment. Voilà. On peut imaginer que les gouvernements en place ont voulu mettre un coup d'arrêt à ce mouvement altermondialiste, à tel point que moi, dans la nuit comme beaucoup de militants, dans la nuit de samedi à dimanche, après l'attaque de l'école Diaz, je suis monté dans un car, les cars étaient prêts, comme ça, et puis on a quitté l'Italie, quoi, comme des voleurs, quoi. Je me suis retrouvé au petit matin à la frontière italienne, quoi, un peu avec une gueule de bois qui va devenir une espèce de poids, de problème plus, comment on pourrait dire, angoissé, quoi, là, dans les semaines qui vont venir, quoi. Voilà, je reviens en vrac de Gênes, comme beaucoup de militants qui y sont allés avec moi. Alors, moi, ce que j'ai trouvé vraiment extraordinaire dans ton roman, et je t'ai envoyé un message juste après la lecture, et vraiment, lisez-le pour voir ça, c'est comment en 30-40 pages, tu dresses le portrait de tes 4 personnages principaux. Alors, là aussi, on ne va pas dévoiler la suite de l'intrigue, mais ces 4 personnages, donc il y a Wag, il y a Nathalie, il y a Lamar, il y a Carly. Est-ce que tu peux dire aux personnes finalement qui sont ces 4 protagonistes? Ouais, Wag et Nathalie sont des militants. Wag, militant un peu en rupture de banc de la LCR, donc trotskiste révolutionnaire. Communiste révolutionnaire. Nathalie, elle est ce qu'on appelle une black bloc, quoi, une autonome, anarchiste et tout ça, donc qui prône plutôt un contact direct. Voilà, eux. Ils se sont rencontrés à Göteborg. À Göteborg, parce qu'un mois avant Gênes, il y a eu un seul sommet aussi européen qui a donné lieu à un contre-sommet et où il y a eu des affrontements également. Avec eux, on est dans la manifestation, dans les cortèges et tout ça. Ils vont ensemble. Ils vont ensemble, pas forcément d'accord sur la forme, mais plutôt d'accord sur le fond, si on peut dire. En plus, il y a de l'amour, voilà, c'est les personnages, voilà, entre eux. Il faut bien. Et d'ailleurs, il faut bien, d'autant plus que pour moi, à l'époque, je faisais une thèse sur ces milieux-là, et je me suis aperçu qu'à un moment, dans la militance de la gauche, alors, je sais pas, peut-être qu'à l'extrême droite, c'est pareil, j'ai pas étudié ça, mais à l'extrême gauche, et cette gauche extra-parlementaire, la militance se mélange avec la vie intime et tout ça, et il y a des histoires d'amour, et voilà. Moi-même j'en ai connu, quoi. Enfin bon, avec des militantes. Et donc voilà, mes 2 personnages fictifs représentent ce moment où on s'enfonce dans les cortèges altermondialistes, quoi. Lamar et De Carly, eux, sont de l'autre côté. De l'autre côté, ouais. Dans la zone rouge, ils sont du côté des politiques. Laurent Lamar est un conseiller en communication de Chirac, et De Carly, Franco De Carly, est lui un conseiller à la sécurité du gouvernement de Berlusconi, ex-fasciste, ce qu'on appelle les néo-fascistes, parce que à cette époque-là, Berlusconi, dans son gouvernement, il a fait rentrer les anciens du MSI, donc les fascistes,
dont Gianfranco Fini, qui est vice-président du Conseil, quoi, enfin, qui est le bras droit de Berlusconi quand même. Voilà, ils tiennent l'intérieur, les transports, enfin, je me demande s'ils tiennent pas la culture aussi, ce qui veut dire quand même quelque chose. En tout cas, c'est eux qui ont mis en place le plan de sécurité du G8 à Gênes, quoi. Il faut se souvenir que en Italie, on est en 2001, donc 20 ans auparavant, il y avait des années de plomb, quoi. Il y a eu cette tension. Cette tension. Ouais, d'ailleurs, la stratégie de la tension, et voilà, on la retrouve dans ces années-là. L'extrême gauche et l'extrême droite s'affrontent. Les services secrets italiens aussi manipulent et l'extrême gauche et l'extrême droite. Il y a des gros attentats. Et les flics qui dirigent, ou les carabiniers, gendarmes ou flics, qui dirigent en fait la sécurité à Gênes, ont connu ces années-là, quoi. Quand Berlusconi leur dit on a des ennemis devant nous, ce sont les communistes, c'est pas vain comme mot, quoi. Enfin, ça veut dire souvenez-vous de ce qui s'est passé, quoi. Il faut pas que ça se reproduise, quoi. Bon voilà, quand on a un ennemi face à soi qui nous veut du mal autant que pendant les années de plomb, ben voilà, on fait parler la poudre en gros, quoi. Enfin, c'est un truc un peu de l'ordre de la manipulation, un peu inconsciente, mais voilà, ce qui va donner lieu à ces débordements et à cette répression ultra-violente, quoi. Et avec également d'autres personnages, des personnages secondaires. Il y a quelques minutes, je t'ai demandé, moi mon impression en lisant tous tes romans, c'est que c'est hyper bien construit et que finalement c'est limpide. Et tu me disais, j'ai pas forcément en tête un plan très précis où ça va aller vers ça et ça va finir comme ça. Est-ce que finalement j'ai pas un plan très détaillé, je veux dire. Ouais. Je sais que ça va aller vers là. Enfin, j'ai l'arc narratif. Mais tu laisses quand même. Je l'avais même pendant la trilogie où je remonte 30 années du début des années 90 jusqu'au 13 novembre 2015. J'avais cette ambition. Ouais. Alors pour le coup, là c'est sur 5 jours. C'était sur 30 ans pratiquement. Dans le dernier, c'est sur 5 jours. Mais je sais où je veux en venir, quoi. Alors, par contre, j'ai des collègues romanciers qui font des plans très très détaillés. Moi non, moi je suis un peu flou. Alors, pour le coup, Estelle Fleury, qui travaille le texte et la ligne éditoriale chez Agulot, des fois me dit tu devrais peut-être un peu en avoir un plus détaillé, ça éviterait les conneries chronologiques, tu sais. D'un coup, là, il y a plein de trucs qui se passent pendant une semaine, c'est pas possible, ou alors c'est trop long, tu vois, enfin, ça permettrait ça. Mais j'ai du mal à l'avoir, ce truc, donc j'ai pas un plan très détaillé. Par contre, je sais vraiment souvent où je veux en venir, quoi. Toujours, d'ailleurs, cette vision, quoi. Alors, tu as évoqué Carlo Giuliani. Moi, en 2001, j'étais très jeune, donc quand j'ai fini le roman, je suis allé faire des recherches sur Internet, j'ai vu ces images, peut-être que, je ne sais pas si les gens dans le public ont ou non les images très crues de ce jeune homme sur la chaussée. Donc, ce jeune homme, finalement, un des thèmes du roman aussi, et ça fait écho à ce qui a pu se passer en France pendant la période des Gilets jaunes, c'est la question des violences policières. Ouais. C'était un thème que tu voulais traiter aussi, tous ces militants qui ont subi en 2001, qui en gardent des traces 20 ans après Que je voulais traiter, non. C'est bizarre, hein. Moi, je voulais traiter de cette violence qui a eu lieu là, mais le fait est que l'histoire n'est pas innocente, quoi. L'histoire se répercute, l'histoire a des conséquences, quoi. Alors j'imagine que à Gênes, on a vu les premiers, et tout d'un coup. À Gênes, moi j'ai vu des flics avec des carabiniers avec des armes de guerre. À l'époque, on n'en voyait pas en France, on en voit maintenant après les attentats et tout ça. Mais moi c'est la première fois où je me suis dit mais pourquoi des mecs, des gendarmes face à eux il y a des manifestants désarmés. Pourquoi ils ont des fusils d'assaut ou des trucs impressionnants. Enfin c'est la première fois. Je veux dire, c'était peut-être cette première fois où les violences policières donnaient quelque chose de très traumatisant, quoi. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des précédents en France. Hein. D'ailleurs, pendant la guerre d'Algérie, en 1961, il y a plusieurs centaines d'Algériens qui ont été tués ou balancés à la Seine. Hein. Enfin, il faut s'en souvenir, quoi. Il y a eu le métro Charonne aussi, tout ça. Il y a eu Malik Osekine aussi en 86. C'était pas une première fois, mais là, cette ampleur et
qui laisse un trauma aussi important. Ouais, c'était peut-être une première fois qui va donner peut-être, j'allais dire, une idéologie du maintien de l'ordre, ou alors une habitude du maintien de l'ordre qui peut donner quelque chose jusqu'au gilet jaune et même un peu après. C'était pas mon ambition de faire ça, enfin c'était pas programmé, peut-être une ambition inconsciente, mais ça donne ça. Et c'est pour ça que je travaille sur l'histoire. Sur l'histoire aussi, c'est que l'histoire, elle n'est pas vaine. L'histoire, elle donne quelque chose dans les années à venir, dans les décennies à venir, quoi. Elle marque les esprits, elle marque les habitudes, elle marque l'inconscient même. Donc ça donne peut-être ça, effectivement. Au même titre que j'écris ce roman 20 ans exactement après, quoi. Mais ça aussi, c'est un peu le hasard. On n'a pas décidé de se faire un anniversaire de Gênes en 2021. Ça tombe comme ça, quoi. On est sorti avant l'anniversaire. Ouais. En Italie, vous avez cette année une énorme activité éditoriale autour des événements de Gênes. Mais pas en France. En Italie, il y a des vitrines de libraires. Il y a 5-6 livres en partie qui traitent des 20 ans de la mort de Carlo Giuliani et des événements de Gênes. C'est vraiment énorme. C'est un énorme traumatisme. On en parlait, mais c'est pas réglé en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 2008 à Seattle, c'était la même chose. Ça s'est reproduit après aussi. Non, Seattle, c'était avant Göteborg. C'est le premier en fait. En 99, c'est le premier vraiment là où on voit. Il y a eu Bruxelles après. Il y a eu Strasbourg aussi où ça a pas mal pété et tout. Mais Seattle, c'est vraiment le premier contre-sommet où on voit apparaître vraiment attaque, certains tutti bianchi italiens. Le Black Bloc, c'est là où on commence à parler du Black Bloc. Même si on en parlait avant en Allemagne, mais c'était c'était l'Allemagne, quoi. Enfin, là, ils passaient les frontières et pour le coup, le Black Bloc voulait dire quelque chose encore. C'est toute la difficulté de définir un groupe qui est aussi hétérogène et qui. Je dis à un moment qu'un mec va devenir Black Bloc une journée et puis le lendemain il l'est plus. Enfin, c'est un peu compliqué à définir. Mais en tout cas, à Seattle, on voit apparaître le Black Bloc, quoi. Donc, ces rassemblements altermondialistes, là, gênent 500 000 personnes. Depuis, finalement, lorsqu'il y a des sommets, il y a beaucoup moins de manifestations autour de ces événements, et par contre, plus de choses autour de la protection de l'environnement, du climat. Donc toi qui étais, on l'a compris, à Gênes en 2001, comment tu vis finalement l'évolution peut-être du militantisme? Est-ce que tu as finalement une lecture là-dessus en 20 ans de la priorité dans les revendications politiques de jeunes? Parce que ces 500 000 personnes, c'est essentiellement des jeunes, voire des très jeunes personnes. Pas que. À Gênes, il y avait des... À Gênes, au contraire, moi j'ai vu, d'ailleurs, c'était ce qui était traumatisant, j'ai vu des flics matraquer mes grands-parents, quoi. Des retraités, c'était plus, ils étaient chez Attaque et tout ça. Chez les Tutti Bianchi, chez les Toto, enfin dans le Black Bloc, c'était plus des jeunes, effectivement, des très jeunes. Et puis il y avait les JCR qui étaient là, il y avait toutes les jeunesses communistes italiennes ou grecques et tout ça. C'était plus des jeunes. Mais chez Attaque, par exemple, qui était vraiment une grosse organisation à l'époque, et il y avait plus des gens qui avaient, ce que je qualifierais de jeunes retraités, voire plus. Enfin, et moi j'ai vu des scènes absolument dingues où Patché, il levait les mains et puis les flics leur tapaient dessus, quoi. Enfin, c'était des trucs. Donc il n'y avait pas que des jeunes, au contraire, et le spectre était assez large, quoi. Ça allait du. Moi, je me souviens qu'à la JCR, je suis descendu de Paris. Alors, je venais même de Rennes avec 2 ou 3, 4 ou 5 types de la LCR, et il y avait un jeune type de la JCR qui s'appelait Pierre et qui avait 15 ans. Alors lui, c'était la première fois qu'il allait dans un truc comme ça et tout, et il est arrivé jusqu'à Gênes, quoi. Et enfin, il est arrivé. Ce que je veux dire, c'est que je l'ai recroisé à Gênes, quoi. Et le mec, il avait 15 ans, quoi. Mais il y avait, je me souviens, des mecs qui avaient connu, que j'avais rencontrés parce que je faisais une thèse sur les ex 68ards de la gauche extra-parlementaire, et il y avait des mecs qui avaient connu mes 68. Qui était à Gênes aussi. Enfin, tu vois, le spectre était super large. Et puis, il y avait des types de la Confédération paysanne, il y avait donc les mecs de la LCR, il y avait des autonomes, c'était quand même assez hétéroclite. Ce mouvement altermondialiste était vraiment
Mais bon, est-ce qu'ils s'entendaient réellement ensemble? Gênes, ça peut peut-être été le dernier moment où tous ces groupes se sont agrégés pour essayer de faire quelque chose. Alors pour le coup, la répression a été telle que, un moment, c'est peut-être la Les force. gens qui ont eu peur et qui se sont mis en retrait. Ouais, et puis. Et puis il y a l'Internet. Puis je bouclais les villes après. Ouais, et puis surtout, par exemple, le Black Bloc a accusé Attac d'en avoir fait les responsables du mort et tout ça. Avec les infiltrés. Ouais, Voilà. les infiltrés, et puis de la violence, mais aussi la LCR. Moi, j'ai cru que des Black Blocs allaient se foutre sur la gueule avec le service d'ordre de la LCR. J'ai vu ce moment où des Français du Black Bloc disaient à des mecs de la LCR, et là, il y avait Besancenot qui allait apparaître pour la présidentielle de 2002, avec le leader historique de la LCR, Krivine, qui était là. Donc, il y avait un service d'ordre, c'était pas des rigolos, les mecs. Hein. Il y avait un mec qui avait des moustaches, qui était marmulé et tout, et ils étaient quelques-uns Bon, quand ça a commencé à merder, Krivine et Besancenot, on les a plus vus. Enfin, je pense que ça. Mais le Black Bloc est arrivé par derrière et a reproché à la LCR de ne pas aller au contact, a reproché à la LCR d'avoir déclaré après Göteborg que le Black Bloc avait foutu tellement la merde, qu'il y avait eu des incidents, d'ailleurs il y avait eu un mort après Göteborg et tout ça. Donc c'était tellement tendu, moi j'ai cru que j'allais assister à une espèce de pugilat de frères ennemis, quoi. Gênes, ça a été le moment aussi. Alors, est-ce que c'est dû à la répression et au savoir-faire des services de police et de renseignement qui ont réussi à faire éclater aussi ce grand mouvement altermondialiste, quoi. Ça a été un peu la fin de quelque chose qui a été aussi fini complètement par le 11 septembre 2001. Et tout d'un coup, on avait une autre vision. Alors, pour certains, il fallait se prémunir de cet ennemi qui venait de loin, qui avait la peau basanée et qui avait une autre religion. Ce fameux choc de civilisation. Et effectivement, comme tu disais tout à l'heure, les priorités se sont un peu inversées. On a commencé à comprendre ce fameux truc, Chirac, la maison brûle et voilà, on fait rien, quoi. Enfin, tu vois. Et, oui, l'écologie est devenue aussi. Il fallait faire quelque chose contre cette problématique, quoi. On a un peu oublié sans doute le côté social et on le voit apparaître de temps en temps. Et est-ce qu'on ne le voit pas réapparaître chez les gilets jaunes, même dans les anti-vax et tout ça? Je ne suis pas anti-vax, je ne suis pas non plus gilet jaune, mais je dis qu'il faut écouter ces gens-là qui souvent, même s'ils sont anti-vax ou des gilets jaunes, ils se sentent surtout à côté de cette France. Manque de confiance. Ouais, manque de confiance, manque de reconnaissance aussi. On ne les reconnaît plus. Et voilà, de temps en temps, le côté social revient comme ça à la charge. Mais c'est vrai que la problématique globale actuellement, c'est l'écologie. Alors, il faut effectivement se saisir de ce problème, parce qu'on va droit dans le mur et c'est la catastrophe, quoi. L'environnement est effectivement un gros problème. Mais peut-être que ça a mis un peu un chapeau sur le côté social, tout ça. Alors moi j'aurais changement, quoi. Une avant-dernière question, même si la dernière on a déjà un petit peu évoqué. Donc au début du livre, tu dis pour Carlo Giuliani, donc tu nous as expliqué qui est Carlo Giuliani, et une autre histoire, Vincenzo Vecchi. Tu peux nous raconter ce qui lui est arrivé lui, il était à Gênes, ouais. Et il a été chopé à Gênes, il allait passer en procès et puis il a quitté l'Italie. Pour la France. Pour la Bretagne même. Et c'était en 2001, il s'est tiré parce qu'il savait qu'il risquait d'être condamné. Franchement, le dossier, moi pour l'avoir un peu étudié, il n'y a pas de preuves. Il y a des photos où on le voit apparaître, il lance rien et tout. Il est effectivement dans ce mouvement entre Black Bloc, Tutti Bianchi, enfin les mecs qui sont au contact mais derrière des boucliers, tout. On le voit à un moment devant une banque qui a été attaquée, quoi, enfin une succursale d'une banque dont les vitrines ont été défoncées, mais il n'y a aucune preuve. Et le dossier d'accusation comporte une trentaine de photos, on le voit simplement. Il a été condamné à 12 ans de réclusion pour ça, parce que bon voilà. Et il se retrouve... 12 ans, c'est énorme. C'est assez étonnant. Ouais. 20 ans après, c'était en 2018, les Italiens ont rouvert le dossier et ont demandé à la France de l'extrader, quoi. Et rien de neuf, quoi. Mais
on s'aperçoit qu'un État, c'est vraiment ça qui est étonnant, l'État, c'est pas une personne morale, mais enfin si, c'est une personne morale, c'est pas une personne physique, mais des fois, l'État se souvient qu'on a essayé de... Faut pas oublier. Ouais, l'État oublie moins finalement que le peuple, quoi, quasiment. Et 20 ans après, on demande l'extradition de ce mec, qui est, pour le coup, le dossier est vide, quoi, mais s'il revient en Italie, il risque de se faire condamner et de faire 12 ans de prison. 20 ans après, quoi. Le mec avait une vingtaine d'années à l'époque, il a 40 ans, il a fait sa vie et tout en France, et puis voilà. Je sais plus où je voulais en venir, mais en tout cas, disons que moi ça m'a pas quitté, j'ai toujours ça, et j'en fais un bouquin, et finalement ça n'a pas quitté beaucoup de gens, jusqu'à l'État italien, on se demande pourquoi, et on se demande aussi pourquoi l'État français accepte de se plier à ça, d'où ça vient, quoi. Vraiment, en gros, ce type qui s'est retrouvé à Gênes à ce moment-là, quoi, risque 12 ans d'emprisonnement 20 ans après, quoi. Enfin, voilà. Des traces indélébiles, ouais, indélébiles, pour beaucoup la raison d'État a des raisons que la raison ignore, en gros, quoi. Et puis là, on est un peu là-dedans, quoi. C'est pas moi, c'est Mazarin, Richelieu, je sais plus, mais enfin, les deux, c'est pas moi. Avant les questions du public, Sébastien, il en a parlé. Moi, je trouve extraordinaire tes titres, les titres de tes romans. La guerre est une ruse, Prémisse de la chute, La fabrique de la terreur, Alors, La nuit Prémisse tombée. de la chute, c'est le seul où on a fait un blind test. Comment on appelle ça On était dans une gare tous les deux à Montpellier. Ouais. Et entre deux trains pour des rencontres. Et donc, parce qu'on passe, en fait, l'écrivain, c'est aussi ça, on passait beaucoup de temps dans les gares. Et donc, on a cherché, on était assis tous les deux sur le banc. Parce que le titre devait être fin de siècle, et fin de siècle, et parce que voilà, c'est le côté aussi, on essaye de border tout, et fin de siècle, c'est le titre d'un roman de Noir Désir, et on voulait pas se prendre sur la gueule de Bertrand Cantat qui a tué Marie Trintignant, on voulait pas avoir des retours, parce que pour le coup, on avait eu les seuls problèmes qu'on ait jamais eu avec cette trilogie, c'est avec ce titre, La guerre est une ruse, que Mohamed Merah dit aux négociateurs du RAID lorsque le RAID assiège son appartement juste avant de mourir, quoi. On nous a dit, il y a deux personnes, enfin ça vraiment, une personne qui nous a dit vous déifiez, vous sanctifiez en fait la parole d'un type, et effectivement, un monstre qui a tué des enfants à bout portant et tout. C'était pas du tout la volonté. Donc on a fait, pour le deuxième, on a fait vachement gaffe à ça. Et on a poussé, comment on dit, la gaffitude. On faisait vraiment tellement gaffe qu'on a poussé le truc jusqu'à se dire, fin de siècle, c'est le nom d'un disque de Noir Désir, Bertrand Cantat. Donc on a essayé d'éviter ça. On voulait pas avoir un deuxième coup. Et donc on a fait une espèce de recherche comme ça. Et Prémisse de la chute, c'est pas de moi, mais c'est le seul en fait. Donc, alors oui, pourquoi je sais pas d'où ça vient. Enfin, ouais, les titres ils te viennent rapidement. La nuit tombée sur nos âmes, c'est un sacré titre. Ouais, je trouve. Il y avait mais bon, j'ai cette sensation d'être revenu différent de Gênes aussi. Et le nos âmes, tu t'inclus là-dedans finalement, l'aspect personnel. On sent que dans le titre, quand on connaît après ce que tu viens de nous dire, que le fait de parler de nos âmes... écoute, ouais. Mais ça, c'était pas volontaire, et c'était pas tant volontaire que ça, disons. Parce que, alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public, que ce soit sur la trilogie ou sur le nouveau que vous allez pouvoir lire Les gens n'ont pas lu, alors si on parle de la trilogie, on va rentrer dans le livre. Bah oui, c'est un peu le problème. Alors cependant, la trilogie, comme mes bouquins, en fait, on peut dévoiler la fin. Là, c'est les attentats de Paris en 95, là, c'est le World Trade Center, là, c'est le Bataclan, et là, c'est la mort de Carlo Giuliani, ou quasiment. On dévoile pas rien du bouquin, quoi. Enfin, en fait, la fin de mes bouquins, tout le monde peut la dire. Donc, on peut discuter comme ça. Par contre, vous êtes un peu, enfin, dans vos livres, très bien détaillé, c'est absolument parfait. Vous détaillez très bien le rôle de l'Afghanistan, l'ont été l'Afghanistan contre les Russes, ça c'est très bien écrit. Vous êtes un peu
on avance parce que montrer la vieillissance comme un terme du terrorisme. En fait, mais on voit aujourd'hui ce que ça vient. Ouais, ouais, 20 ans après d'ailleurs, comme Gênes, c'est. Oui, c'est 20 ans. Pourquoi pour rien, pour rien. Mais ouais, c'est désespérant. Je sais même pas quoi dire sur ça. C'est une telle métaphore, c'est tellement clair quoi que là il y a même pas. Retour à la case départ. Et il faut pas être un grand spécialiste de l'Afghanistan ou du djihadisme pour voir le truc quoi. Non, mais il y a 20 ans, on manifestait contre cette guerre. Parce que les gens qui pouvaient penser un tout petit peu le savaient. Hein. Oui, alors ceux qui pensaient, je suis d'accord avec vous, bien sûr. Mais quand même, il y avait un consensus, disons, occidental pour aller faire la peau au Mollah Omar. Et voilà, c'était eux les responsables. Ouais, c'est ça. Et puis sans doute deux. Mais c'était pour rien. Voilà. C'est ridicule. Ouais. Il y a ces deux images là de l'hélicoptère, du dernier hélicoptère qui part de l'ambassade de Saigon là, et celle qui part et qui ont été superposées par le New York Post ou je sais pas quoi. Qui sont vraiment, on ne tire pas beaucoup d'enseignements de l'histoire. C'est peut-être pour ça qu'il faut écrire aussi sur l'histoire. C'est peut-être pour ça que j'écris aussi sur l'histoire. Rappelez-vous quand même que ça s'est passé. Rappelez-vous. Tirer des leçons d'histoire, ça pourrait servir à quelques gouvernants en tout cas. Pour répéter les mêmes erreurs pendant longtemps. Ouais, c'est une espèce de sablier qu'on retourne sans fin, vous savez. C'est un peu désespérant parfois même. Ouais. Alors, avant de conclure et de passer au temps de la dédicace, je voudrais te remercier Frédéric d'être venu pour ton intervention. Bien sûr, remercier une nouvelle fois Yann et Sébastien. Remercier le public parce que 4h30. C'est pas rien. En fait, quand on a pensé le programme, à la fin, je me suis dit, mais qui va rester? Il y en a qui l'ont fait parmi eux. Qui va rester 4h30? Et voilà, bravo à vous. Merci à Gulot. Bravo. Chaque personne qui rentre est conseillée. C'est exceptionnel. Donc voilà, c'est grâce à lui que tout le monde est ici. Il ne faut pas se tromper. Bravo. Allez, merci. Videz-moi un peu cette table à Gulot là, qu'ils repartent avec le sourire. Et la dédicace pour Frédéric qui va s'installer. Si vous voulez un petit mot, ouais. T'as un stylo? Ouais, c'est vrai. Félicitations. Merci. Pour l'organisation. Comment? Qualité des questions de la relance. En tout cas, je l'ai préparé aussi. C'est un stylo parce que j'ai un stylo flotte. Tiens, c'est un. Là, vous m'avez fait Si ça t'intéresse. Voilà, donc la prémisse de la chute. Et alors, la fabrique de la terreur, soit en grand format, soit la bibliothèque, soit le poche l'année prochaine. À vous de.